Je suis maintenant avec Isabelle Pépin, qui est psychoéducatrice à l'école Edgar Hébert à Salaberry de Valleyfield. Salut Isabelle. Salut Mathieu. Merci d'être là aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Alors toi, en tant que psychoéducatrice, j'imagine que tu as été confrontée assez rapidement, probablement dans les premières personnes, à la cyberintimidation, à tout ce qui a rapport avec la cyberintimidation. À ta connaissance, ça remonte à quand, là, les premiers balbutiements où toi, tu as été consciente que ça existait? Je dirais ça fait à peu près plus 5-6 ans qu'il y a eu vraiment un essor. Là. Ça a plus parti, puis on était pris un petit peu confrontés au problème quand la commission scolaire, Facebook et tous ces sites-là étaient bloqués. Donc, les gens nous arrivaient avec des situations, puis on ne pouvait pas les vérifier puis les aider. Parce que vous-même, vous n'aviez pas accès à ça? Nous, la commission scolaire bloquait le site. OK. Donc, là, à un moment donné, on ne pouvait pas aider les jeunes, sachant pas comment que ça se passait. Donc, j'ai fait des pressions un peu aux directions pour faire débloquer. Fait que les intervenants, maintenant, nos Facebook sont débloqués et YouTube aussi, dans le but de, quand les jeunes ils ont des situations, ils viennent directement dans nos bureaux, puis on ouvre leur Facebook, puis on les aide à démystifier la situation. On fait des rencontres avec les intimidateurs. Et je fais appel souvent à la SQ aussi. On a maintenant des policiers intervenants scolaires. Puis souvent, quand j'ai des situations où, même si c'est juste pour des questionnements, est-ce que ça vaut la peine de porter plainte ou qu'est-ce qu'on peut faire dans ces situations-là? La policière scolaire se déplace, puis on travaille en collaboration. Pour accuser quelqu'un, pas pour arrêter nécessairement. quelqu'un, c'est Non. à titre informatique. Oui. Puis on a travaillé sur beaucoup de dossiers communs, mais je dirais que c'était vraiment que ça a parti à peu près plus gros, là, 5-6 ans, je dirais. OK. 5 ans, oui. Puis après, suite à ça, la SQ aussi avait développé un projet de faire de la prévention au niveau des secondaires 1. Donc, ça fait 4 ans, je crois. J'ai de la misère un petit peu avec les années, là, mais c'est toujours environ 4-5 ans. On faisait un atelier à tous les secondaires 1 de la région de Valleyfield en collaboration. Fait que moi, j'apportais les exemples concrets dans mon bureau, des choses qui se passent à Valleyfield, puis eux autres apportaient des cas plus qui se passaient au poste de police avec les lois. Fait qu'on on fait un beau travail de collaboration dans ces conférences-là. On les a faites encore cette année au mois de novembre, je crois. Puis malgré ça, il y a toujours des élèves qui vivent des problèmes, soit de cyberintimidation, d'harcèlement ou de pornographie juvénile aussi, qui est comme un peu la tendance. Là. Exact. On discutait avant, j'avais une idée de prendre l'émission sous un angle de cyberintimidation. Par contre, tu m'as ouvert les yeux sur le fait que ça mène à d'autres problèmes aussi. C'est pas juste l'intimidation qui est le problème. Ça va plus loin que ça. Et tu as des exemples, par exemple, là, qui ont mené à des trucs qui sont plus reliés à la sexualité, qui sont plus... Bien, c'est comme si les problèmes changent. Souvent des problématiques aussi comportementales. La société, à un moment donné, c'était plus la mode des suicides. À un moment donné, c'est plus la mode automutilation. Puis là, il y a eu une mode intimidation. On le sait tout le monde. Loi 56 et tout. Fait que toutes les écoles, tout le monde se mobilise, les parents aussi. Fait que ça, disons que c'est plus facile à gérer maintenant. On voit moins de grosses situations depuis un an, je dirais. Mais là, c'est au niveau de la sexualité que là, je trouve que là, ça déboule un peu plus parce que c'est tellement accessible. Tout le monde a un cellulaire. Il y a comme une mode de sexto aussi. Fait que moi, mon école, je tiens à spécifier, c'est secondaire 1 et 2. Donc, ils sont tout jeunes, ils arrivent du primaire. Puis, il y a déjà des problèmes reliés au sexto. Au mois de septembre, j'ai rencontré une élève de secondaire 1 elle s'était mise sur un site de rencontre, puis elle s'était montré certaines parties. Puis c'est ses amis qui ont dit « Ah, mon Dieu, ça a ressorti en classe. » Puis là, bien, toute la classe était au courant. Puis là, bien, la jeune se faisait un peu niaiser avec ça. Donc, l'intimidation aussi embarque suite à des gestes comme ça. Fait que la jeune, elle avait 12 ans, là. Fait que c'est jeune. Puis je tiens à dire que c'est pas tout du monde poqué ou ça peut arriver dans toutes les bonnes familles. On parle de monsieur, madame, tout le monde. Là. Fait qu'il faut pas penser comme parent, moi, mon enfant est intelligent, de bonne famille, ça n'arrivera pas. Non, on en voit de tous les gens, dans toutes les classes sociales. Puis moi, je leur dis souvent, imprimez. Imprime, amène-moi ça dans mon bureau. Fait qu'on travaille avec du concret, là. Puis oui, il y a plusieurs situations. Puis ça amenait à des arrestations aussi, là. OK, on mettons va jusqu'au un bout, exemple. Mettons, une jeune m'amène son iPod, puis elle me dit... Bien là, je vais peut-être changer des détails, tu sais, par confidentialité, par là. respect. Bon. Mais, tu sais, c'est des élèves, parce que nous, ça fonctionne secondaire 1 et 2 notre école. Ensuite, ils vont à l'autre école pour 3, 4, 5. Mais elle me parlait d'un jeune homme qui a passé, là, dans mon école, je le connais. Puis elle me dit, je t'ai écœurée qu'il m'envoie toutes des images... de lui en faisant telle action sexuelle. Puis elle me l'a... À un moment donné, elle dit « Veux-tu voir, tu me crois-tu? » Puis elle me le montre. Tu sais, déjà là, ce jeune-là, il pense pas que la psychoéducatrice de l'école a vu son engin en érection, là. Moi, je veux pas voir ça, puis lui, il veut pas que je vois ça, puis le monde non plus. Fait que, tu sais, ils prennent pas conscience de tout l'impact, puis la jeune fille était tannée.
Fait qu'elle a porté plainte à la police, puis ce jeune-là s'est fait arrêter. Fait tu sais, quand ton jeune, là, 16, 14, 15, 16 ans, arrive à la maison, puis il confisque les appareils de la maison. Comme tu disais plus tôt, toi, c'est pas quelque chose que tu avais vu venir chez ce garçon-là. C'est pas quelque chose que tu pouvais voir. Pas du tout. Pas du tout. Et toi, à travers ça, ton rôle, qu'est-ce que tu peux faire? Il y a de la prévention, il y a tout le côté prévention, il y a le côté aide aussi. Quand tu te retrouves avec quelqu'un qui a été victime et tu vois qu'il est très affecté par ça, qu'est-ce que tu peux faire pour aider ces gens-là? Bien, c'est toute l'approche de l'écoute, bien, toute l'approche d'intervention aussi, d'apport l'écoute. Souvent, à la base de tout, les victimes, souvent l'intimidation, ça part de l'estime puis de l'affirmation de soi. C'est la base. L'estime de soi, c'est la base. Fait que souvent, les victimes, c'est quelqu'un qui a besoin de sentir quelqu'un, puis ils vont aller chercher t'es belle, tu es la plus belle fille de l'école. Je les ai vus, là. Je les ai vus, les textes est lus, là. Et de même, là. Hein, la manipulation de « je pense à toi tous les soirs, s'il te plaît, peux-tu me donner une photo de toi nue? Tu es tellement belle, je veux t'avoir dans mes rêves. » Et aller la manipulation, la grosse manipulation. Fait que elles, c'est plus des filles, mais il y a eu des gars aussi. Puis là, bien, ils se font prendre par ce jeu-là, puis ils finissent par se montrer les parties. Donc, en même temps, on va y aller avec tu t'affirmes, prends la peine de dire non, t'es quelqu'un quand même. Fait que c'est tout un processus, tu sais, ça se fait pas en claquant des doigts, là. C'est facile de dire aider les victimes d'intimidation, là, mais on n'a pas de baguette magique, personne. C'est pas l'affaire de l'école, des parents, de un ou de l'autre, c'est l'affaire de tous. Si les parents sont avisés, parlent avec leur enfant, leur ado, font de la prévention, l'école est là pour supporter, les amis, les témoins. La télévision. La télévision. Tu peux en parler. Fait qu'arrêter de mettre le blâme sur un puis sur l'autre, là. Puis si chacun faisait une petite action comme témoin, bien, tout ça, ça arrête. Bien, il y en a toujours eu, il va en avoir, mais diminuerait. Puis je peux te dire et te confirmer qu'à l'école, il y en a de moins en moins parce que les jeunes se sentent à l'aise de dénoncer. Si on ne fait pas de prévention et on n'en parle pas, les jeunes, ils ont peur. Ils vont pas aller le dire « Hey, moi, je me suis montré tout nu. » Ils ont honte. Fait qu'ils gardent ça pour eux. Mais on passe dans les classes, les intervenants, pour intimidation. On fait des conférences sur la cyber-intimidation. On fait des projets à l'école. Plus on en parle, plus on leur dit il faut dénoncer, il faut en parler. Bien là, c'est quand ils se sentent à l'aise avec la personne, ils dénoncent. Fait que ça s'arrête avant que ça devienne trop gros. Fait que je trouve que, en tout cas, je suis pas mal fière de notre milieu qui s'est mis en branle. C'est pas moi plus qu'un autre, c'est toute l'équipe ensemble. Puis on aime les jeunes, puis ils se sentent à l'aise de venir dénoncer. Fait que c'est tout ça qui fait en sorte que peut-être que ça peut s'arrêter. Mais on collabore avec l'autre école aussi. Il y a eu 2 situations en peu de temps, à la fin de l'année passée, où c'était comme ça, une photo des seins ou des parties. Puis à un moment donné, on s'entend que c'est des petites villes, puis tout le monde est ami avec tout le monde. Fait que amis des amis, cousins, cousines. C'est pas juste 3 personnes, là. Ça finit que c'est la Vélo complet qui est au courant que telle personne a mis une photo d'elle à un. Puis là, bien, je suis allée à l'autre école rencontrer le jeune parce que ça concernait un élève de mon école et de l'autre école avec les intervenants. Fait que, tu sais, c'est beau de voir la collaboration. Puis c'est pas juste punitif, tu sais, t'aurais pas dû faire ça. C'est éducatif. Il faut que ça soit éducatif. Quand ils comprennent pas, là le coercitif peut embarquer aussi, tu sais, puis on vient à l'aise avec ça, mais le but n'est pas juste de punir pour punir, là, parce qu'il faut aider les 2 côtés. Mais je pense que les parents aussi, il faut être conscients, vraiment beaucoup, là. Puis je suis psychoéducatrice, mais je suis aussi mère d'une ado, puis je côtoie plein de gens. Puis il faut... Tu sais, les parents, là, tirer ça à la plug. C'est nous autres qui a le gros bout. C'est vous qui avez le gros bout à la maison. Tu sais, les élèves qui me disent « Ouais, mais moi, je donnerai jamais mon mot de passe à mes parents, c'est mon journal intime, Facebook. » Non. Internet, c'est public. Il faut que... Puis c'est pas vrai, là, tu sais. Fait que je dis pas qu'il faut que les parents doivent espionner. Mais de dire à un moment donné, montre-moi, rouvre-le, voir, on va regarder ensemble, ou dire, regarde, moi, je te mets une limite. Tu sais, oubliez pas, les parents aussi, que les celles, les iPods, là, avec les réseaux Wi-Fi, là, ils l'ont dans leur chambre, là. Bien, la nuit, là, bien, je vous le dis, parce qu'ils me le disent. Ouais, bien, j'ai texté, t'as l'air fatigué. Mais oui, mais j'ai texté, puis un tel m'a fait telle affaire, puis, tu sais, peu importe, intimidation ou pas, à un moment donné, là, il faut mettre des règles. Puis, tu sais, c'est correct de dire, là, t'as pas le droit à table, t'as pas le droit de tant d'heures d'ordi ou de jeux vidéo aussi, là, tu sais, tout ce qui est Internet, parce qu'il y a aussi de l'intimidation par rapport aux jeux vidéo. Il y a plein d'affaires, mais je me dis, en tout cas, je pourrais en parler des heures et des heures. On n'aura pas le temps d'en parler davantage. Tu peux m'arrêter, Mathieu. Merci beaucoup, Isabelle, d'avoir été là avec nous aujourd'hui. Beaucoup de bonnes informations, beaucoup d'informations pertinentes et je pense que les parents à la maison vont pouvoir bénéficier des conseils que tu leur as donnés. Merci beaucoup encore une fois, Isabelle. Ça me fait un grand plaisir.
Je me retrouve donc avec Julie et Nathalie d'Espace Châteauguay. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Premièrement, est-ce que vous pouvez me décrire un peu votre parcours respectif qui vous a amené jusqu'à Espace Châteauguay? Bien, je peux commencer. Alors, écoutez, je suis de profession technicienne en travail social. J'ai toujours travaillé dans le domaine de la petite enfance. Puis, de fil en aiguille, par rapport à mes différentes expériences, bien, je suis arrivée à Espace. Puis, la mission m'interpellait, donc, au niveau du volet plus prévention, donc de pouvoir outiller les enfants, les parents face à la violence pour faire en sorte que l'ensemble des enfants puissent vivre une enfance sans violence et en sécurité. Alors, c'est un peu mon parcours. Je suis maman également de 2 enfants, alors ça fait en sorte que les valeurs, ça nous rejoint, puis on a le goût de contribuer finalement à ce qu'il y ait moins de violence dans la société. Et vous, Nathalie? Ah, c'est la même chose. Même chose. Même avant. Idem. Non, idem. En fait, j'ai toujours travaillé avec des enfants à différents niveaux, en donnant des cours de gymnastique. J'ai travaillé en garderie et tout ça. Puis, j'ai entendu parler de l'organisme Espace. Puis, c'est ça, de fil en aiguille, j'ai suivi une formation et c'était vraiment un domaine qui me tenait à cœur aussi. Moi aussi, j'ai 3 filles, 3 enfants. Donc, la mission d'Espace... je me suis vraiment accrochée à ça dès le début. Puis, D'ailleurs, en quoi ça consiste, Espace Châteauguay? C'est quoi la mission précisément de ça pour les gens à la maison qui ne connaîtraient pas l'organisme? Espace, ce qu'on fait, c'est la prévention de la violence faite aux enfants âgés 3-12 ans. Nous travaillons à faire la prévention de toutes les formes de violence. Nous travaillons auprès des enfants, auprès des parents et aussi du personnel, donc soit dans les écoles primaires ou encore dans les CPE et garderies. Et ça fait plus de 25 ans que nous sommes à Châteauguay, alors Espace Châteauguay, et on forme également, avec 11 autres organismes Espace, le regroupement des organismes Espace du Québec. Nous avons un site web qui s'appelle Espace sans violence. Alors, pour ceux et celles qui souhaitent aller y jeter un petit coup d'œil, il y a beaucoup d'informations pertinentes sur le site. Puis, on fait également de l'écoute téléphonique, la référence, on fait des ateliers sur mesure. Et ce qu'on fait principalement, c'est le programme éducatif Espace. Alors, encore là, on offre des ateliers dans les écoles auprès des enfants, les parents et le personnel. Et le sujet de notre jour, c'est la cyberintimidation. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup parler dans les dernières années, évidemment, avec la montée d'Internet, avec Facebook, avec la multiplication des médias sociaux et leur accessibilité. Est-ce que vous sentez que c'est un problème qui est grandissant ou est-ce que c'est seulement parce qu'on en entend parler beaucoup dans les médias ces temps-ci? Bien, je pense qu'en fait, c'est sûr que c'est quelque chose de nouveau. Nous, comme on disait, le programme est surtout au niveau primaire. Donc, c'est sûr que les enfants d'âge primaire commencent à aller sur les réseaux sociaux et tout ça. Mais on voit que c'est en hausse au niveau du secondaire. Je pense que, et comme organisme de prévention, c'est très important que justement, dès l'âge primaire, on commence à en parler. Parce que Facebook et tout ça, c'est assez surprenant de voir, même si... l'âge, je crois, qui est de 13 ans pour être sur Facebook, qu'il y a des élèves de 4e année qui sont déjà sur Facebook, 5e et en 6e, mais là, je dirais beaucoup. S'il y a une surveillance, je pense que c'est pas mauvais en soi, mais c'est juste qu'il faut quand même être vigilant puis être vraiment un petit peu en avance de ce qui peut arriver puis comment... les réseaux sociaux peuvent devenir justement un lieu d'intimidation là, pour... Mais ça, c'est plus compliqué peut-être pour les parents qui n'ont peut-être pas grandi avec cette technologie-là. Et il y a des gens qui sont très déconnectés d'Internet, dont les enfants sont beaucoup plus avancés à ce sujet-là. Comment on pourrait... expliquer à un parent comment trouver les signes que son enfant pourrait être en problématique vis-à-vis la cyberintimidation ou que son enfant a des problèmes sur le web. Comment est-ce qu'on détecte ces signes-là? Bien, je pense qu'on est, en tant que parents, les gens qui connaissent le mieux nos enfants. Donc, on connaît leur personnalité, leur comportement habituel. Donc,
si on voit qu'il y a des changements, donc des changements au niveau de leur comportement, un enfant qui est très sociable, qui soudainement se replie sur lui-même, un enfant qui a une joie de vivre, qui est très triste, angoissé, refuse d'aller à l'école, mais je pense que c'est des signes qui méritent finalement à aller voir un petit peu plus loin qu'est-ce qui se passe. Parce que les enfants, c'est comme nous, hein, quand on vit un stress en tant qu'adulte, on présente des indicateurs de stress, des changements de comportement, c'est la même chose pour eux. Alors, d'aller vérifier, donc de poser des questions, de dire dernièrement, j'ai vraiment l'impression que ça va pas bien. Est-ce que tu as le goût de m'en parler? Y a-t-il quelque chose qui se passe? Si c'est pas avec moi que tu as le goût d'en parler, y a-t-il quelqu'un dans la famille, à l'école avec qui tu pourras en parler? Parce que des fois, on peut penser en tant que parent qu'on est les meilleurs individus pour répondre aux besoins de nos enfants. Mais des fois, pour toutes sortes de raisons, les enfants sont mal à l'aise de nous en parler. Alors, d'ouvrir cette porte-là aussi, qu'il y a d'autres gens dans leur entourage qui peuvent les écouter si jamais ils vivent quelque chose de difficile. Et peut-être aussi de ne pas rajouter une étape de culpabilité à l'enfant. Si l'enfant est plus difficile à négocier, c'est peut-être parce qu'il y a d'autres problèmes. C'est pas nécessairement lui qui décide d'être un enfant à problème ou quoi que ce soit. Non, puis que c'est de dire le changement de comportement, pas nécessairement nommé, mais tout simplement dire je t'inquiète pour toi, ça, tu sembles pas bien aller ces temps-ci. Alors, pas mettre l'emphase sur que l'enfant va pas bien, mais tout simplement qu'on a une inquiétude pour lui ou pour elle. Là. Donc, la clé, si je comprends bien un peu depuis le début du topo, la clé, ça reste la communication, ça reste d'être le plus transparent possible dans les deux sens, finalement. Oui, bien, c'est ça, la communication, je pense que c'est la clé. Puis, comme Juliette disait, au niveau de l'intimidation, mais peut-être que d'autres parents sont au courant de ça ou ils connaissent ça, mais c'est les mêmes signes, dans le fond, hein, que ce soit à l'école ou sur le web. Je crois que l'intimidation, son effet est le même chez un enfant. Donc, c'est de là l'importance d'aller vérifier quand on voit que notre enfant ne va pas bien. Des fois, au niveau du cercle d'amis, ça peut être très bien à l'école, mais c'est peut-être là l'importance d'aller vérifier un petit peu plus loin avec, justement, les réseaux sociaux et tout ça. Voir si c'est pas à ce niveau-là que ça se passe, dans le fond. Puis aussi, il y a beaucoup de ressources qui sont disponibles pour les parents sur le web. Donc, Web Averti, CyberAide, ils peuvent contacter le service de police, justement, de la ville de Châteauguay pour aller chercher de l'information, pour sécuriser peut-être les paramètres des sites sur web. Alors, vraiment, d'aller chercher de l'info pour pouvoir outiller leurs enfants aussi pour faire face aux problèmes qu'ils pourraient rencontrer sur le web, là. Vous me disiez que donc au début que vous travaillez surtout en prévention. Comment on prévient la cyberintimidation? C'est une grande question, mais comment est-ce qu'on arrive à contrôler ce qui se dit chez les jeunes sur Internet? Parce qu'on a déjà de la difficulté à contrôler ce qui se dit, ne serait-ce qu'à l'intérieur de la cour d'école. Et là, comme vous dites, le moindre objet maintenant est relié à Internet, à Facebook. Comment on fait pour réussir à sensibiliser les gens à ça? Bien, en fait, nous, ce qu'on dit, c'est qu'on dit souvent aux enfants, ce que tu écris ou ce que tu dis sur les réseaux sociaux, est-ce que tu serais à l'aise de le dire ou de le mettre sur ton casier le lendemain matin à l'école? Donc, on essaie de faire prendre conscience aux enfants que c'est un espace public, finalement. Exactement, puis que c'est la même chose. Donc, si on écrit des propos ou si on envoie des photos ou peu importe, bien, de se dire, est-ce que je le mettrais sur le frigidaire à ma grand-mère demain matin ou sur mon casier à l'école, puis que je serais fière de ce que j'ai dit ou ce que j'ai écrit? Bien, je pense que les parents, c'est peut-être un peu dans le même sens qu'on peut faire prendre conscience à nos enfants que c'est une grande fenêtre ouverte là, sur le monde, dans le fond. Ouais, puis il faut faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on écrit. Puis, comment les parents peuvent prévenir ça? Mais je pense que c'est de s'intéresser à leurs enfants, à savoir qu'est-ce qu'ils font. Si on passe à côté de l'ordinateur, que notre enfant clique, bien, c'est peut-être un signe de dire, mais j'aimerais ça voir ce que... Si à chaque fois on arrive devant la page d'accueil de l'ordinateur, c'est probablement parce que ce qu'il y avait là avant, c'était pas quelque chose que l'enfant voulait que le parent voit. Puis, tu sais, au-delà de juste en parler puis de leur dire que c'est important de faire attention à ce qu'on écrit, ce qu'on met, ce qu'on partage en fait d'images, mais de vraiment s'asseoir, prendre le temps. Nous, on dit beaucoup aux parents dans le cadre de nos ateliers d'avoir une entente, donc une entente parent-jeune, alors sur les règles sur ce qui doit, au niveau du contenu
contenu, les communications, qu'est-ce qu'on met, ce qu'on partage, puis d'avoir des limites claires, des balises sur le temps que l'enfant passe aussi sur Internet, puis que si tu es sur Facebook, bien, j'aimerais ça être ton ami sur Facebook également pour pouvoir voir un peu sans avoir un contrôle absolu, parce que c'est correct de permettre à notre enfant d'être autonome, mais c'est pas un journal intime, hein, le web. Julie et Nathalie de Espace Châteauguay, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Après la pause, nous allons recevoir Nadia Grondin du service de police de la ville de Châteauguay. Nous sommes de retour à Mag Hebdo avec Nadia Grondin du service de police de la ville de Châteauguay. Salut Nadia, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. On a parlé plus tôt avec les autres intervenants là, de tout ce qui touche à la cyberintimidation. Vous, à quel moment votre rôle commence dans cette situation-là? Je sais que vous faites beaucoup de prévention. Où est-ce que vous vous situez là-dedans? Au niveau des policiers, on se situe beaucoup à la prévention, surtout dans les écoles. On fait beaucoup de sensibilisation, des présentations devant les classes concernant le phénomène d'intimidation, de cyberintimidation, des dangers qui existent sur Internet. Mais il faut comprendre aussi qu'il existe des accusations possibles par rapport au code criminel, comme intimidation, harcèlement, menaces, etc. Donc, À quel moment on peut dire que ça devient quelque chose de criminel? Est-ce qu'il y a une ligne qui est très définie? Comment ça fonctionne à ce niveau-là? c'est certain que quand une personne se présente au poste ou téléphone au poste pour dire qu'elle est victime d'intimidation ou qu'elle est victime d'harcèlement, nous, on a étudié le dossier, donc on va prendre sa déclaration, puis on va évaluer à savoir s'il y aurait des accusations possibles par rapport à l'intimidation ou l'harcèlement dans ces cas-là. Aussitôt qu'on prend la plainte, nous, on va vérifier et on va envoyer aussi le dossier au procureur, au substitut du procureur général pour qu'en fait, il évalue à savoir s'il y a matière à déposer des accusations contre une personne. Ce qu'il faut comprendre en matière d'intimidation, surtout, il n'y a pas nécessairement de dossiers qui s'en vont directement au processus judiciaire parce qu'il y a tellement de sensibilisation et par la prévention qui est fait dans les écoles, au niveau des jeunes, souvent, on arrive à solutionner ça à ce niveau-là au lieu d'arriver dans le processus judiciaire. Alors, on est assez informé, on a assez de ressources pour être capable de régler le problème avant que ça se rende à un point où on a besoin d'un juge pour trancher, finalement. Oui, donc c'est fait beaucoup par des interventions policières seul à seul avec la personne. On rencontre les gens qui sont victimes, on rencontre les gens qui ont utilisé des comportements intimidants ou des menaces. Donc, c'est certain aussi qu'il faut avoir la collaboration de la victime si elle veut porter plainte ou non. Si on n'a pas de plainte, nous, on ne peut pas ouvrir de dossier nécessairement. Et ce qu'il faut comprendre en fait d'intimidation et d'harcèlement, c'est important de noter qu'est-ce qui s'est fait, qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce qui a été par qui, quelle heure. Donc, de se monter un petit journal pour qu'on puisse obtenir un minimum de preuves, puis y aller dans le processus judiciaire et de voir avec s'il y a des accusations qui sont possibles. Et c'est de commencer assez rapidement. J'imagine, si on sent que la situation peut dégénérer, dès les premiers signes peut-être de menaces ou d'intimidation ou quoi, de commencer tout de suite peut-être à garder ça quelque part en réserve dans son ordinateur, j'imagine. Oui, je vous dirais, lorsque je fais des présentations, ce que je leur dis, c'est que premièrement, c'est dénoncer. Dénoncer, c'est en fait dire non à la situation et de ne pas accepter qu'est-ce qui se passe. De ne pas banaliser non plus l'intimidation ou les menaces. Souvent, ce qu'on entend, c'est un langage où ce qu'ils vont utiliser régulièrement des menaces. Ils n'ont pas conscience de la portée de leurs paroles. Mais des menaces, malheureusement, ça peut mener à des accusations. Donc, c'est vraiment de ne pas banaliser ce qu'ils disent, ce qu'ils écrivent, et de faire aux autres, dans le fond, ce qu'ils n'aimeraient pas se faire aussi, hein, c'est de ramener tout ça dans un modèle d'éducation. Et on a tout le volet cyberintimidation, oui, mais on a tout un volet nouveau aussi qui a rapport avec l'envoi de photos à caractère sexuel chez les jeunes. On a parlé un petit peu plus tôt là, dans l'émission des applications comme Snapchat. On n'a pas développé beaucoup sur le sujet. Snapchat, c'est une application qui permet d'envoyer des photos. On décide de la durée que le message et la photo vont rester. Alors, on a une impression qu'on va envoyer quelque chose et que ça va disparaître si on le laisse 7 secondes, 10 secondes.
Par contre, la personne à l'autre bout a le loisir de capturer l'image qui est là et c'est là que ça devient problématique. Est-ce que vous voyez beaucoup de cas qui sont reliés à ça? Oui, de plus en plus. Et justement, les adolescents, quand on parle de pornographie juvénile, on s'entend que c'est moins de 18 ans. Donc, les adolescents en font partie. Et ce qu'on remarque beaucoup, c'est qu'ils possèdent dans leurs appareils souvent des photos soit sexy, à caractère sexuel. Et c'est important de leur dire que ces photos-là, malheureusement, s'il y a quelqu'un qui les prend en sa possession ou si la personne décide de les distribuer, malheureusement, elle n'y appartient plus, cette photo-là. Donc, à chaque moment où ils décident de distribuer une photo, il faut qu'ils soient conscients qu'ils n'ont plus le contrôle par la suite de cette photo-là. Et via l'application Snapchat, ce que je leur dis, c'est que, vous savez, vous pouvez envoyer une photo à quelqu'un de vous, mais pourquoi vous utilisez l'application Snapchat? C'est probablement une photo où vous n'êtes sûrement pas à votre meilleur ou vous voulez tout simplement que la personne qui la reçoit ne la conserve pas. OK? Sinon, si la photo, tu veux l'envoyer à quelqu'un, bien, tu n'utiliseras pas l'application Snapchat. Tu vas l'envoyer de ton plein gré et tu vas assumer le fait qu'elle va recevoir la photo. Il n'y a pas beaucoup d'autres raisons d'utiliser cette application-là. Moi, personnellement, j'en vois pas beaucoup. Et je vous dirais que, je vous donne l'exemple de ce qui s'est passé en l'automne dernier avec l'application Snapchat. Il y a 10 adolescents présentement qui sont accusés de possession et de distribution de pornographie juvénile parce qu'ils ont utilisé l'application Snapchat. Mais en fait, l'histoire, c'est que ce qu'on a lu, évidemment, dans les journaux, j'en ai pas les détails, c'est que des collègues filles de la classe se sont pris en photo des photos à caractère sexuel et envoyé ça aux collègues masculins de la classe. Alors, les collègues masculins de la classe ont décidé de faire des captures d'écran. Là, les jeunes me répondent souvent, « Oui, mais c'est écrit qu'il y a la capture d'écran. » Oui, c'est écrit, donc tu sais que la personne le prend en photo, mais qui dit que la personne, là, elle reçoit la photo à partir de Snapchat sur un appareil, mais qu'est-ce qui dit qu'il n'y a pas un autre appareil qui va prendre la photo? On peut utiliser un deuxième appareil pour prendre une photo. Donc, à ce moment-là, ça ne te dira pas qu'il y a eu capture d'écran. Ça ne te dira pas que la personne l'a photographié. Alors, ça peut venir de n'importe qui à partir de ce moment-là. Et là, j'imagine que vous, pour ça, votre travail devient très complexe à ce moment-là. Vous n'avez pratiquement pas de recours pour ça, j'imagine. Écoutez, comme je vous dis, c'est qu'une fois que la photo est rendue sur Internet, elle ne t'appartient plus. Et souvent, la photo qui va être distribuée sur Internet, on ne se comptera pas de menterie. Souvent, quand c'est à caractère sexuel, les gens vont les enregistrer, ces photos-là. Donc, quand même qu'elle est retirée ou que la personne la retire, admettons, de sa page Facebook, il y a probablement quelqu'un, quelque part, qui a pris une copie de ça. Bien, quand on est sur Internet, on se dit toujours, si ça a été sur Internet une fois, c'est réglé, ça va y rester. C'est à peu près impossible, une fois que quelque chose a été mis en ligne, de le retirer complètement. Il y a toujours quelqu'un, et surtout, comme tu dis, quand c'est sexuel, il n'y a aucun moyen. Et ça me donne envie de te demander, c'est quoi les mesures? Est-ce que tu sens que la situation, est-ce que les gens sont ouverts à ça? Est-ce que les institutions, par exemple, les institutions scolaires, est-ce qu'ils réagissent assez rapidement à ton avis? Parce que c'est une problématique qui s'est déclenchée tout récemment. Est-ce qu'on est outillé pour se battre contre ça? Bien, moi, je vous dirais que oui, les gens sont sensibilisés à ça. Et justement, moi, je rencontre à chaque année tous les secondaires 2 des écoles sur notre territoire par rapport à la cybercriminalité, les cyberdangers. Et justement, ça fait partie de ma présentation. Et je leur dis que les accusations sont très graves. Les accusations de possession de pornographie juvénile et de distribution de pornographie juvénile, c'est quand même des accusations qui sont graves. Au même titre que je reparle de proférer des menaces. C'est pas parce que tu utilises Internet que c'est écrit que tu peux pas te faire accuser. Les crimes que tu commets à partir de l'Internet, à partir des appareils informatiques, des outils technologiques, bien, peut t'amener à des accusations. Eh bien, Nadia, merci beaucoup d'avoir été là avec nous aujourd'hui. Merci à toi. Merci. Et on vous remercie aussi d'avoir été là avec nous et on se revoit la semaine prochaine pour une autre émission de Mag Hebdo.